Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, je sais pas quelle heure il est 17h. Bonjour, donc voilà, on est là pour Sarcellopolis, pour essayer de vous présenter un peu ce projet-là, donc une étude de cas, une masterclass, en présence de Mediapart, donc de Sophie Dufaux, de l'auteur et réalisateur Sébastien Descartes, qui vont se présenter tous les uns après les autres, et Bertrand Dévé aussi, co-réalisateur, et donc moi, le producteur. Pour se mettre un peu dans l'ambiance, je vous propose de regarder le teaser de Sarcellopolis. Est-ce qu'on a du son sur le retour ordinateur? Un petit signe de main, ça voudra dire oui. Il y a Eric. Donc voilà, on va faire un petit tour de table pour se présenter rapidement. Donc vas-y, je t'en prie, Sophie. Bonjour, donc moi je suis Sophie Dufaux, je suis journaliste à Mediapart et je m'occupe notamment entre autres de tout ce qui est aussi le multimédia. Donc on peut parler des portfolios, des documentaires radio, des documentaires, des web documentaires, mais aussi la diffusion des documentaires sur Mediapart. Donc tout ce qui n'est pas l'écrit en général, ça passe par moi. Voilà. Bonjour, moi c'est donc Sébastien Descartes, je suis l'auteur de Sarcellopolis et voilà, j'ai 36 ans. C'est aussi simple que ça, auteur et réalisateur. Bonjour, je suis Bertrand Dévé, je suis le co-réalisateur de Sarcellopolis avec Sébastien. Donc voilà, on va vous raconter la jeunesse du projet. On peut peut-être commencer par là, on va y aller de manière un peu chronologique. L'idée est venue de Sébastien, donc tu vas nous raconter un peu ta résidence à Sarcelles et comment t'es venue l'idée de créer Sarcellopolis, et puis après on abordera la rencontre avec les producteurs, les diffuseurs et comment le projet s'est monté pour finalement être diffusé au 1er septembre de cette année, et puis après on répondra à vos questions, on prendra 10 minutes pour répondre à vos questions en fin de séance. Donc Sarcellopolis, c'est un projet qui a commencé en fait à l'occasion d'une résidence à Sarcelles, au foyer Jeunes Travailleurs. À l'époque, il s'agissait d'écrire un livre en fait sur le travail d'un photographe qui s'appelle Jacques Windenberger. Et c'est ces photos qui a été le point de départ de l'histoire. C'était des photos en fait qui montraient la construction de Sarcelles et qui prouvaient quelque part à leur manière, par la vie collective qu'avait suscité la construction du Grand Ensemble, que c'était quelque part l'une des plus belles réussites du modèle républicain, on va dire ça comme ça. C'est une architecture républicaine où tout le monde était logé à la même enseigne, allait aux mêmes écoles. Et donc j'avais écrit le chapitre de ce livre en me basant déjà à l'époque en fait sur une narration inspirée de la ligne de bus. Il se trouvait que quand j'étais à Sarcelles, l'une des choses qui sautait aux yeux, c'était que c'était un espace très fragmenté entre un village, un no man's land, un grand ensemble. Dans ce grand ensemble, une multitude de quartiers et une multitude de communautés. Et du coup, il fallait trouver une narration qui fasse un peu le lien entre tous ces territoires et tous ces gens. Et donc, c'est là où, effectivement, est arrivée l'idée de la ligne de bus 368, qui ne dessert que Sarcelles et qui est fréquentée uniquement par les Sarcellois. Et sur cette idée, ensuite, est venue celle, effectivement, de proposer un voyage interactif
Donc, grosso modo, de faire revivre cette expérience à travers un film. Voilà. L'idée de base, c'était de ne pas avoir de coupure dans la découverte de Sarcelles. C'était que les gens soient en prise directe et donc d'avoir une continuité filmique de bout en bout. Donc, on emmène les gens dans le bus, ils rentrent, ils rencontrent le chauffeur. Ça nous parle du vivre ensemble à Sarcelles, qui est une thématique auquel on essaie de donner aussi corps et une définition. On ne se pas satisfaire simplement du mot. Donc le chauffeur parle de ça à travers son métier. C'est un métier de lien social, de médiation entre les gens. Un métier aussi parfois exposé aux difficultés de Sarcelles. Et puis donc quand vous allez effectivement à l'arrière, alors ce voyage vous pouvez le faire aussi en photo et en vidéo, mais on détaillera après. Et quand vous allez à l'arrière, vous rencontrez effectivement des personnages que nous avons repérés à Sarcelles et qui nous permettent d'aborder chacun une thématique liée à la cohésion sociale, puisque en fait pour moi la question de vivre ensemble est liée à celle de la cohésion sociale dans une ville de banlieue. Qu'est-ce qui fait cette cohésion sociale et comment aujourd'hui on l'aborde à travers les politiques publiques. Voilà. Alors la rencontre avec les Sarcellois, ça s'est passé comment? Je vous pose la question à tous les deux, Bertrand. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard dans le projet parce que Sébastien avait déjà rencontré beaucoup de Sarcellois. Et moi, c'est vrai que la rencontre avec les Sarcellois, avec tous les a priori et puis tous les clichés qui sont véhiculés sur cette ville, je pense que Sébastien l'a vécu la première fois qu'il est venu à Sarcelles. C'est une ville qu'on ne connaît pas forcément et donc on a un petit peu peur et puis finalement on rencontre des gens qui sont hyper simples, qui sont hyper ouverts, qui aiment leur ville, qui aiment bien partager avec d'autres gens l'amour de cette ville et qui souffrent de cette image médiatique qui les dessert, quoi. Et ce qu'on a essayé aussi de faire à travers ce projet, c'est redonner une image à la fois plus juste et plus positive de cette ville, parce que il faut redonner à Sarcelles ses lettres de noblesse parce qu'elle les mérite, quoi. Donc c'était globalement l'idée de ce projet. Donc à travers la rencontre directe avec les habitants, c'était aussi proposer une expérience où on n'est pas dans le jugement, quoi. On n'est pas en train de poser un jugement sur Sarcelles. On invite juste les gens à faire une expérience qu'ils feraient jamais, c'est-à-dire aller en banlieue parisienne, faire 20 minutes de train et aller dans un bus pour rencontrer des gens. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller à la rencontre de gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer, quoi. Et ça se fait sans filtre, il n'y a pas de voix off, on est dans un bus, on est comme un passager du bus, quoi. Et c'est l'expérience qu'on voulait donner aussi. Et la durée, justement, pour rentrer un peu en relation avec ces personnages, avoir la confiance, ça vous a pris combien de temps? Je connais les réponses, mais... Ah bon? Ça vous l'a posé. Non, alors il y a un truc important qu'on voulait aussi faire par rapport à la durée de l'expérience, par rapport au Wake Doc. Un voyage en bus a une durée limitée. On va d'un point A à un point B, et on a voulu que l'expérience elle dure 20 minutes. Donc vous voyez, il y a un petit compteur en haut à droite. Et donc quand on fait l'expérience, on va rencontrer 3-4 personnages, peut-être 2, peut-être 5. Mais en tout cas, c'est limité dans le temps. On s'arrête et à un moment, l'expérience est finie, on sort du bus. Et on voulait que ça soit limité dans le temps pour qu'il y ait une sorte de frustration à la fin où on a envie soit de continuer l'expérience, soit de se dire c'était bien, j'en ai eu pour 20 minutes et on n'est pas lassé, quoi. Donc voilà. La durée quand même avec les personnages, la relation. Combien de temps tu as travaillé sur Sarcelles avant de sortir? Combien de temps il s'est passé entre le premier jour où tu allais à Sarcelles pour rencontrer les personnages du web documentaire, parce que ça a commencé par un web documentaire, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé combien de temps? Il s'est écoulé 3 ans entre le tout début du projet et sa réalisation, sa diffusion. Voilà. Un travail de long cours, mais je pense que c'était indispensable. En tout cas, c'est ce que les Sarcellois disent. C'est en fait, comme tout bon film documentaire, ça repose sur les personnages. Voilà, on traite le réel et ce qui fait l'âme du documentaire, c'est les personnages. Donc ça nécessite un repérage soigneux. Et donc effectivement, la difficulté aussi à Sarcelles, c'est que, je le répétais, c'est qu'il y a une méfiance vis-à-vis des médias. Donc il y a une relation de confiance à recréer avec les gens. Et ça prend du temps. Et puis, pour pouvoir effectivement identifier chacun, il faut aussi passer par le tissu associatif, etc., etc. Donc, ça a pris un certain temps. Et après, il y avait effectivement un travail de casting et d'angle.
C'est-à-dire que pour détailler un peu les personnages, derrière chaque personnage, il y a une thématique. Monsieur Smiley, Belkacem. On voit quelques-uns d'ailleurs. Voilà, vous les voyez tous, ça tombe bien. Madeleine. Du coup, je vais les faire en direct avec leur apparition. Donc, il y a Madeleine, qui est issue de la communauté chaldéenne, qui nous permet de parler de la communauté, de ce qu'elle signifie pour les gens. Nabil, qui est plutôt dans les mouvements citoyens. Donc, voilà, quelqu'un qui se bat pour ne pas tomber dans, on va dire, un système trop communautariste. Eddy, le chauffeur, évidemment. Nous avons ensuite... je crois que c'est Arié qui vient après. Non, c'est Luigi. Donc Luigi, en fait, c'est un jeune sarcellois qui nous permet de parler d'insertion. Comme beaucoup de jeunes, il veut se réaliser à travers le sport et une blessure, et il doit en fait essayer de retrouver un autre sens à son orientation et à sa vie. Arié, c'est un avocat sarcellois que Mediapart connaît très bien, et qui a défendu effectivement Nabil Koskossi après les émeutes de juillet, donc un juif qui a défendu un musulman et qui nous explique ce qu'il a vécu et pourquoi il a décidé d'avoir cette démarche de passer la barrière existant entre les deux communautés. Et puis ensuite, il y a d'autres personnages. Et là, on revient sur Nabil. De mémoire, ensuite, il y a Michel, qui est animateur de quartier, qui nous parle de culture. Monsieur Smiley, c'est sur la rénovation urbaine et l'urbanisme. Effectivement, le travail de l'urbaniste, c'est de réfléchir à comment les gens vivront ensemble sur 50 ans. Donc, c'est un modèle de société derrière ça. L'idée aussi, c'était de se faire porter par le voyage en bus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un choix de thématique comme on voit souvent dans des sujets interactifs. Ça c'est pas tout de suite, j'ai pas plaqué des thématiques sur Sarcelles, c'est les rencontres en fait et les histoires des gens qui ont déterminé les thématiques centrales. Ça s'est passé comme ça en fait. Et ce qu'on voulait aussi dans la forme, c'était qu'on soit vraiment sur un film interactif, c'est-à-dire que au début, on savait pas forcément quelle forme ça prendrait au niveau de la navigation, quoi. Et ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas de rupture avec les clics. Parce que ça casse un peu l'expérience. Donc on voulait vraiment que cette expérience, on flotte, on soit comme un voyageur. Et à chaque fois qu'on passe la souris sur un personnage, on est comme dans une rencontre où on entend une phrase clé de ce personnage. Un rollover, ouais. Un rollover sur le truc, qui nous invite à rencontrer ce personnage. Comme on peut, dans un bus, se dire « Tiens, cette personne-là, elle m'intrigue, j'ai envie d'aller la voir ». On avait envie d'aller dans cette démarche-là, quoi. Oui, après sur la réalisation, donc l'une des conditions, ce qui a fait la réussite aussi du projet, ce que les gens ont apprécié, c'est le fait qu'il n'y ait aucune voix off. Ça a permis leur implication parce qu'ils avaient vraiment besoin de se livrer directement sans filtre. Alors bien sûr, il y a un montage quand même, on fait un choix, mais c'est ce qui crée effectivement l'immersion, l'expérience dans le doc. Et c'est ce qui a fait aussi que les gens ont vraiment voulu participer, ils ont apprécié qu'on leur donne la parole. Donc c'était une des conditions. Alors la première fois qu'il t'a été présenté ce projet-là, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, c'était un format papier, c'était une vidéo? Alors la première fois que j'ai rencontré Sébastien, c'est Sébastien que j'ai rencontré au début, j'ai regardé les mails, je crois qu'il y en a un qui date de décembre 2013. On se dit ravi de la rencontre, donc c'est à peu près il y a 2 ans qu'on s'est vu pour la première fois. En fait, il m'a raconté le projet parce que forcément, tu avais des photos, si je me souviens bien, une intention. Et en fait, c'est toute la difficulté de ce genre d'exercice, c'est que il faut réussir à imaginer à peu près ce qu'on va pouvoir avoir, à essayer d'éviter les écueils. Donc, on avait beaucoup parlé politique, je me souviens, et qu'est-ce qu'on fait de Pouponi, etc., etc. Et on avait un peu déterminé le fait que justement, on essayerait d'éviter de parler du jeu politique dans Sarcelles, parce que sinon ça nous amènerait très très loin. Pupponi qui est le maire de Sarcelles. Oui. Et donc, et puis après on s'est pas vu pendant très longtemps. Il y a eu donc effectivement ces manifestations qui ont dégénéré en juillet l'an passé, où là on s'est rappelé, je lui ai dit bon, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu les intègres dedans ou pas, parce que on peut pas diffuser un webdoc hors champ comme ça, comme si rien s'était passé entre le moment où on s'est rencontrés et le moment de la diffusion. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que ça soit pas non plus
le côté plombant du webdoc et en même temps que ce soit pas absent. Donc on avait discuté de ça. Et puis c'est vrai que pour nous, à Mediapart, ça nous intéressait parce que ça s'inscrit dans une série de web documentaires qu'on diffuse là. En fait, ça tombe sur l'année. On a été dans la cité du Blanc, du Haut-Méli à Créteil. On ira à Montfermeil pour les 10 ans des émeutes de Montfermeil avec la mort de Ziad et Bouna. Et donc il y avait Sarcelles au milieu. Donc ça correspond aussi. Et c'est à chaque fois le même genre de choses. C'est des gens qui se racontent. Voilà. Je pense que ce qu'il y avait de séduisant quand Sébastien est arrivé, c'est que justement, il n'avait pas l'ambition de faire un labyrinthe. Alors là, on mettra des documentaires, des documents papier sur, je sais pas, l'enquête de l'INSEE sur les revenus des ménages à Sarcelles, et puis là, on ira voir. Bon, c'était simple, c'était une narration, et je crois que c'est ce qui est important, surtout comme un site sur Mediapart où les gens viennent en fait pour qu'on leur raconte des histoires de fausses factures, je sais pas, de corruption ou quoi que ce soit, mais aussi des histoires de gens, et qu'on reste, moi, c'est ce qui emporte à chaque fois un peu l'adhésion, qu'on reste un peu sur un récit linéaire, parce que je crois que pour l'instant on n'a rien fait de mieux que le récit linéaire, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les livres, dans les romans, ou que ce soit dans les... Alors on peut faire des flashbacks, on peut faire, je dis pas à partir du point A, arriver au point B, mais qu'en tout cas l'implication de l'internaute soit très simple. Soit très simple, on peut revenir en arrière et tout ça, mais qu'on ne se perde pas dans qu'on ne nous demande pas d'aller cliquer sur trois choses pour comprendre. Donc il y en a quelques webdocs comme ça. Il y a le webdoc Broken Ops sur la Cisjordanie, c'est la même. Voilà, c'est pareil, c'est un road movie, c'est pareil. Donc ça marche, ça fonctionne très bien. Donc c'est un peu comme ça on a dit d'accord, on veut bien appuyer le projet. Voilà. Comme ça. D'ailleurs, merci beaucoup. On en profite pour te le dire, mais c'est quand même grâce à toi qu'on a pu, après, même en termes de production, avoir un premier diffuseur. Et après, comme vous le savez tous, c'est peut-être la partie la plus difficile à obtenir. C'est le premier diffuseur français qui va ensuite déclencher un tas de choses, à la fois avec les institutionnels, à la fois avec les autres médias, parce que beaucoup sont des suiveurs. Et voilà, il fallait quelqu'un le porte en premier. Et en tout cas, merci beaucoup, Sophie. Moi, je tiens à dire un petit mot aussi quand même sur le rôle du CNC dans ces projets-là, qui est absolument fondamental et indispensable, sans lequel, à mon avis, beaucoup des web documentaires et des films interactifs et voilà, de tous ces nouveaux médias n'existeraient absolument pas. Donc voilà, à travers le service de Pauline Augrin qui soutient tout ça, allez la rencontrer, elle est vraiment formidable. Voilà, on peut dire aussi un petit mot sur la manière dont on a organisé, je voulais continuer quand même sur la partie éditoriale, comment vous avez eu l'idée d'organiser le contenu, c'est-à-dire qu'il y a de la vidéo, il y a de la photo, comment vous avez réussi à articuler ces deux types de médias, et quel était aussi votre regard sur les autres web documentaires où parfois on voit assez peu de vidéos, où justement la qualité de la vidéo est souvent mise un peu en retrait. Alors je ne sais pas pour quelle raison. On a eu un super beau contre-exemple juste avant, donc, mais voilà, il y a eu quand même une... Non mais c'est vrai qu'il y a le problème qu'il y a beaucoup de web documentaires qui sont pas très bien financés, donc aller faire du tournage longtemps, ça coûte de l'argent, donc c'est plus compliqué. Nous, ça a été un tournage qui était très très long parce qu'on a eu des financements hyper progressifs, parce qu'on a eu d'abord l'aide à l'écriture du CNC, ensuite ça a déclenché d'autres choses, ensuite il y a eu Mediapart, voilà. Donc ça a été très très progressif, donc on a eu quand même l'occasion de tourner beaucoup d'images. Il y avait des photos qui ont été faites aussi bien avant par Cédric Femali, le photographe sur le web documentaire, donc on avait une matière et on voulait que la matière soit riche, quoi, qu'il n'y ait pas que des photos, qu'il y ait des photos, qu'il y ait de la vidéo, que ça soit un film interactif. Donc on a eu de la chance d'avoir beaucoup de matière. Et quel était justement le rôle de la photo dans ce projet-là ? Bien, c'était comme ce qu'on demande beaucoup aux photographes, c'est-à-dire d'avoir un autre regard encore, un regard supplémentaire dans l'expérience. Donc c'est pour ça qu'il y a une piste photographique à l'avant, en compagnie du chauffeur. C'est pour pouvoir choisir son regard. Et puis effectivement, dans ce qui est à l'arrière, on est effectivement plus sur du montage multimédia. Et dans ce cas-là, la photo, la priorité est quand même donnée à la vidéo, mais la photo arrive en fait dans certaines séquences
Elle n'est pas là pour être accessoire, mais voilà, pour enrichir la narration. Bon, par exemple, on a une séquence en photographie sur les traces laissées au moment de la rénovation urbaine dans les bâtiments désaffectés, quand les gens enlèvent leurs tableaux, etc. Il en reste quand même toujours quelque chose sur les murs. Et voilà, toujours dans l'esprit que ça apporte une plus-value. Et on ne s'est pas fixé un principe de tant de pourcentage de photos dans le projet ou tant de pourcentage de vidéos. Voilà. Juste un petit mot aussi sur le prix que vous avez reçu à Perpignan, donc le prix international du photojournalisme, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce qui a fait que dans un festival international, on puisse décerner un prix, un sujet aussi local? Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je pense le prix on l'a reçu, c'était la qualité d'image. Évidemment, le festival s'appelle Visa pour l'image, les photos sont magnifiques, la vidéo est magnifique. Je pense que c'est la première raison. La deuxième raison, je pense qu'il y a toujours dans le choix d'un jury un parti pris aussi, dans le sujet qu'on veut récompenser. Et évidemment, la situation des banlieues actuellement, on va dire le fait qu'on a encore un peu délaissé cet espace qui ne soit pas suffisamment présent. D'ailleurs, c'est les 60 ans de Sarcelles, c'est les 60 ans du Grand Ensemble, des grands ensembles. On n'en parle même pas, c'est pas célébré. Donc ça prouve bien aussi le peu d'intention, alors que c'est un événement important dans l'histoire française et ces gens-là font partie de la République, etc. Et ben voilà, tout ça, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, mais qui est, comment dire, que on commence, enfin, le regard sur ce qu'on appelle les quartiers commence à changer. Parce que justement, tu viens de dire, c'est les 60 ans des grands ensembles, personne n'en parle. Il faut savoir que quand on parle des quartiers, quand on parle de la banlieue, on parle toujours de territoire, on parle toujours d'urbanisme, on ne parle jamais des gens. Et justement, il faut arrêter de parler comme ça. Parce que d'abord, il y a beaucoup de mobilité, beaucoup plus qu'on pense. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les quartiers ne restent pas dans les quartiers. Voilà. Donc il y a beaucoup de mobilité dans ces... Et je pense que ce qui est intéressant justement dans Sarcellopolis, c'est que on voit la cité, mais là on a un arrière-fond, et on va pas se poser des questions du vivre ensemble en se disant il faut mettre une poste ici, il faut mettre un truc. Non, le vivre ensemble, c'est les gens ensemble. Donc c'est ça, je pense que ce qui a pu aussi intéresser Visa pour l'image, c'est ce parti pris qu'on parle de la cité sans parler d'urbanisme. Voilà. On parle des histoires des gens et ça raconte beaucoup plus qu'un long discours ou un commentaire à côté. Parce qu'il n'y a qu'à voir comment on appelle ces endroits-là, voilà, aujourd'hui. Justement, puisqu'on parle des gens, je vous propose de regarder un personnage qui est le personnage de Bambi. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot le temps qu'on trouve son personnage et qu'on puisse le lancer? Oui, alors Bambi, c'est en fait une jeune fille, une jeune sarcelloise qui représente pour moi ce que Sarcelles peut faire de mieux. C'est une métisse, donc plusieurs identités multiples qui se mélangent. C'est une gamine qui a une fraîcheur, une maturité énorme pour son âge, parce qu'elle a 18 ans. On va le découvrir. Ouais. Voilà, je la décris juste, mais je ne rentre pas dans ce qu'elle raconte. Hein. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est issu de Sarcelles, qui est passé par tout le milieu de l'éducation populaire, toutes les assos de quartier. Et voilà, il y a l'école qui l'ont faite, il y a les assos, il y a ses parents. Et voilà, c'est les trois ensemble qui font ce qu'elle est. Eric, on peut avoir un petit peu de son sur le retour, s'il te plaît? Et je suis une élève au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. Je vais avoir 18 ans. Je suis d'origine mauritanienne et bretonne. Et voilà, je vis à Sarcelles. Ce que je veux faire vraiment, c'est la médecine. Je veux vraiment être médecin, je veux être utile aux autres. On me dit souvent, oui, mais tu te rends pas compte, c'est difficile. Alors je veux bien, mais à partir du moment, si je fais pas quelque chose parce que c'est difficile, je fais plus rien. Je veux vraiment rentrer à l'armée parce que c'est un cadre, c'est quelque chose qui pourrait m'apporter beaucoup. Parce que là-bas, je serais pas une jeune fille qui essaye de passer le concours de médecin, je serais un médecin. Et puis moi, je vais être chirurgien traumatologue.
Donc je sais qu'à l'armée, forcément, je pourrais faire cette voie. Ma famille m'a beaucoup aidée parce que c'est ma mère qui m'a appris à lire, parce qu'elle voulait absolument que je sache lire dès mon plus jeune âge. J'avais des problèmes un peu de dyslexie quand j'étais petite et ils m'ont beaucoup aidée à régler ça. Et je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une famille qui était autant derrière moi. Dans mon lycée, on a une chance d'avoir beaucoup de profs qui ont choisi d'être là. Et du coup, même des profs qui étaient sarcellois et qui nous disent c'est pas parce que vous êtes d'ici qu'il faut pas vous donner des chances. C'est pas parce que tu vis à Sarcelles que ton bac vaut moins qu'un autre. C'est pas parce que tu vis à Sarcelles que tu vaux moins qu'un autre. J'ai envie de voyager plus tard, j'ai envie de faire plein de choses. Parce que quand j'étais petite, j'ai eu accès. Je suis partie dans des musées, j'ai eu plein de livres, j'ai vu des reportages, des choses comme ça, quand les autres ils regardaient des dessins animés, parce que chez moi c'était plus les reportages, des choses comme ça. Et je me dis, mais ça je veux le voir en vrai. Madame, vous avez la peste. Votre peau va partir. Vous allez avoir des taches sur les yeux, mais à l'intérieur, donc vous ne les verrez pas. Et plus personne ne vous aimera. Et on va vous mettre en quarantaine. C'est pas grave. On a du jus de fruits. En cours d'impro, quand on nous regarde, on peut se dire qu'on a totalement pété une durite. Bon, en fait, ça permet de vraiment lâcher. Et puis, en fait, en impro, on est tous des bons élèves. Tu la vois celle-là? Tu vas te la prendre de la gueule. Et puis toi, là, toi qui ne fous jamais rien quand je rentre, quand je rentre. On est une équipe, on est amis aussi. Et ça permet d'avoir une autre relation avec les autres. Enfin, des fois, on fait venir des gens en impro, ça nous permet de nous voir différemment aussi. Vous avez changé d'ordre. Le thème sera... Il y a un virus qui traîne. Regardez! Quoi? Il faut avoir du recul sur soi-même et un minimum d'autodérision pour pouvoir faire quelque chose de drôle en se mettant en scène et essayer de faire rire les autres. Et ça aide aussi rien que pour les entretiens, donc d'embauche ou les oraux du bac. Ça permet de se poser et peut-être de mieux se connaître aussi. Niveau communauté, on a plutôt un vrai brassage, je trouve. Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire rejeter pour son origine. Donc forcément, dans les conversations, on se dit « Ah oui, bah moi je viens de là, moi je viens de là ». On parle souvent de nourriture, de nos pays, parce que la nourriture c'est super culturel quand même. On ne s'associe pas par religion. Je peux très bien être plus proche d'un chrétien que d'une musulmane parce qu'on a des idées en commun. C'est vraiment pas une question de religion, surtout à notre âge où il y en a pas mal qui se cherchent. Mon meilleur ami est juif. Sa mère ne savait pas que j'étais musulmane parce qu'on n'avait jamais abordé le sujet. Il lui a dit un jour qu'il voulait venir couper chez moi pour le ramadan et elle a fait « Mais comment ça le ramadan, elle est musulmane ?» Les gens font beaucoup d'amalgames. On a beau dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Avant, on faisait des amalgames sur les étrangers, maintenant on en fait sur les musulmans. Demain, ça sera peut-être sur les jeunes ou sur quelqu'un d'autre. Et du coup, je me sens aussi mal. Voilà, je veux que les gens qui ont cru en moi soient fiers, comme tout le monde en fait, je pense. Et puis ça dépend pas de notre origine, ça dépend vraiment de la personne qu'on est, je pense. Donc voilà le personnage de Bambi. On a une Sarcelloise qui vient de nous rejoindre. C'est Fatima qui nous a donné un énorme coup de main. Plus qu'un coup de main d'ailleurs, c'était un travail de longue haleine pour elle. Je sais pas toi, comment t'as perçu justement cette production, ce tournage, et puis évidemment les premières qui ont eu lieu hier soir et la semaine dernière. Comment le film est perçu par les Sarcellois? Enfin, comment l'expérience est perçue par les Sarcellois? Déjà, bonjour à tous. Je pense que pour résumer, peut-être hier, quand on a eu la projection avec les Sarcellois, Arié, qui est un des personnages de Sarcellopolis, donc du web documentaire et du documentaire, a dit qu'il avait du mal pendant longtemps, alors qu'il est avocat, qu'il est d'origine sarcelloise, pendant longtemps, il a eu du mal à se dire sarcellois.
Et il a pris tout son temps pour accepter en fait et pouvoir, quand il est arrivé à Paris, se présenter comme ça. Donc son identité quand même, c'est le lieu où il a grandi, où il a vécu avec ses parents, sa famille, et où il allait tous les week-ends, comme il nous le disait. Et donc du coup, il a appris à être sarcellois, et le web documentaire, le projet, en fait, l'a rendu fier d'être sarcellois. Donc parce qu'on voyait toute cette diversité, et donc il l'a exprimé, et je pense que c'était un peu ça l'état d'esprit du webdoc et du documentaire, c'est de, on dit rendre à César ce qui lui appartient, là c'est rendre aux Sarcellois ce qui leur appartient, à savoir leur ville. Et comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, c'est pas que des immeubles, c'est pas que du bâti, de l'architecture, même si c'est une très belle architecture pour nous Sarcellois, parce que certains pensent que c'est un labyrinthe ou que c'est pas très très beau, mais pour nous, c'est beau, c'est notre ville, donc du coup, on est vraiment fiers de l'avoir aussi belle via le documentaire et via le web documentaire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vu qu'on arrive un peu au bout du timing, on va faire un petit tour des questions-réponses. Tu veux voulais ajouter quelque chose? Je veux juste que tu parles un peu de la dimension transmédia du projet, parce que c'est un web documentaire, mais c'est pas qu'un web documentaire. Et non seulement c'est important pour le côté transmédia, parce que c'était une vraie expérience transmédia, mais en termes de production et en termes de financement, c'est grâce à l'aspect transmédia qu'on arrive à retomber sur ses pattes. Ah oui, c'est vrai, je m'attendais à avoir une question dans ce sens-là pour pouvoir y répondre, mais c'est vrai que je peux déjà aborder le sujet. C'est un écosystème. Je pense qu'aujourd'hui, la production, ça ne peut être qu'un écosystème qui a débuté pour nous avec un film interactif, avec Mediapart, et puis avec Libération, et puis avec Nikon, et puis avec Vice, et puis avec plein d'autres qui nous ont accompagnés dans cette aventure, chacun avec sa partie, chacun avec son contenu exclusif aussi, qu'on s'est donné la peine de créer avec eux, et avec beaucoup de bonheur bien sûr. Donc voilà, ça a commencé avec un film interactif, et puis ensuite on a voulu faire compléter cette histoire-là avec un peu plus d'histoire, donc à travers un film documentaire, donc de 52 minutes, qui va être diffusé le 17 octobre sur France 3 par Île-de-France. On a travaillé avec Radio France aussi, donc tu as fait un super documentaire pareil autour de 50 minutes, donc qui va être diffusé sur France Culture bientôt. Donc là, vous êtes en bus. Dans cette expérience-là, c'est plutôt à pied. Voilà, on a aussi une version du projet ici à la Gaîté Lyrique, donc exposée sur le mur en face, et puis nous ici à en parler. Voilà, donc c'est un écosystème, et c'est ça qui nous permet aussi de faire vivre le projet pendant 2 ans et demi, parce que ça coûte de l'argent, ça demande du temps, il faut mobiliser les équipes. Il faut aussi entretenir la création. Donc je pense aussi qu'on aurait été resté uniquement 3 ans et demi sur un film interactif, ça aurait été vraiment très dur. Là, le fait aussi qu'il y ait d'autres projets, d'autres sujets, ça a permis aussi de s'aérer, de s'oxygéner, ce qui est indispensable. Voilà, donc après je vous laisse découvrir ça évidemment sur le site sarcellopolis.com et sur les réseaux sociaux où voilà, on a pour l'instant une presse assez sympathique. Voilà, est-ce que vous avez des questions auxquelles on va essayer de répondre en tout cas? Je crois qu'il y a un micro qui doit tourner dans la salle. Bonjour, j'avais une question à Mediapart sur, en tant que diffuseur, l'implication financière et puis peut-être plus largement la stratégie, la politique, le positionnement de Mediapart sur le web documentaire, en savoir un petit peu plus en termes financiers et autres. Enfin, alors, en termes financiers, c'est très peu. Je crois que c'est 1 000 €. C'est ce qu'on avait. En fait, au départ, on vient aussi pour. D'abord, moi, je ne sélectionne pas sur dossier. Je rencontre les gens, on discute du projet, on voit si les écueils, parce qu'il y a beaucoup d'écueils dans les réalisations de web documentaires, sont déjà envisagés, tout ça. Et après, j'estime avoir plus un rôle de coup de pouce, on va dire, de démarrage. Donc voilà. Donc on n'a pas beaucoup, on a beaucoup d'abonnés à Mediapart, mais on n'a pas beaucoup d'argent. On paye, contrairement à d'autres diffuseurs qui payent sur le net, qui payent pas forcément parce qu'on estime quand même qu'il y a du travail et que tout travail mérite un tout petit peu de rémunération. Donc ça, c'est pour le côté financier.
Après, c'est vrai que la politique du web documentaire, il n'y en a pas forcément beaucoup non plus. C'est plus en fonction des projets qui sont amenés. On doit en diffuser, on va dire, 2-3 par an, à peu près, pas plus. C'est toujours, bon là par exemple en ce moment, bon, il y a Sarcellopolis, il y a aussi ce projet qu'on va relancer parce que c'est un projet incroyable, enfin qui existe mais qu'il faut relancer maintenant, qui est La guerre au quotidien, qui est de Caroline Donati en Syrie, avec des Syriens qui envoient des petites pastilles vidéo régulièrement sur ce qui se passe en Syrie. Donc bon, ça fait 3 ans que ça dure là aussi, donc là on va le relancer pour lui mettre une interface un peu plus qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe dans ce. Après, il y a eu d'autres. Là, on avait fait aussi sur l'héritage du silence sur les Arméniens, les Turcs qui se découvrent arméniens au fil de leur histoire. En fait, c'est plus des choses aussi qui se rapportent un petit peu à l'actualité. C'est vrai que je vais difficilement prendre un web documentaire qui me parlera de danse contemporaine, par exemple, parce que faut que ça corresponde un tout petit peu quand même aux préoccupations éditoriales de Mediapart, mais pas non plus que ça colle complètement. Parce que si on me fait un web documentaire sur l'affaire Bettencourt, ça va, j'ai déjà tout ce qu'il faut en magasin. Donc voilà. Voilà, il faut que ça corresponde à ce que fait un journal, quoi, grosso modo. Ensuite, j'essaye surtout d'essayer de comprendre, même si dès le début, si les gens sont sensibles à une narration simple. Voilà. Je ne veux pas de narration compliquée. Si on commence à me dire il faudra être inscrit sur Facebook pour pouvoir accéder à un truc, non, on arrête. Moi, je veux des choses, parce que les gens, faut pas se leurrer, les gens, ils ont 20 minutes pour lire un journal, c'est pour ça qu'il y en a un qui s'appelle 20 minutes. Bon, peut-être qu'ils en ont un peu plus, peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ils vont pas commencer à plonger dans des choses où, au bout d'une heure, ils seront toujours pas arrivés au bout. Donc, puis en plus, sur Mediapart, il faut aussi qu'ils lisent autre chose. Donc, je tiens à avoir des choses qui soient simples, qui soient, pas trop complexes. Puis après, c'est si le sujet est bien porté et bien défendu et que je vois que la personne est capable de le mener jusqu'au bout, parce qu'il y a aussi des projets qui ne verront jamais le jour. Hein. C'est pas parce que on se rencontre et que je dis allez vas-y que ça verra le jour. Donc c'est un peu ça. Après c'est bon. Moi, de mon côté, je voulais juste rajouter un petit truc. C'était qu'est-ce que, en tant qu'auteur, quel est l'intérêt d'aller vers ce type de forme ? Moi, ce qui m'a motivé à aller vers ça, c'était parce que, en fait, il y avait une créativité, et c'était parce que le sujet correspondait à ce type de forme. Voilà. C'était sur un sujet où on parle de vivre ensemble, où il y a besoin de faire une médiation à Sarcelles. Eh ben, le fait de pouvoir mettre dans un espace public, Internet, un projet comme ça, que ce soit vu par les habitants en continu, je trouvais que ça avait du sens et que ça donnait du sens à ce type d'objet. Donc le côté gadget qu'on reproche au WebDoc, pour moi, c'est aussi dû à l'usage qu'on anticipe. Et pour moi, c'est plus une forme de médiation, en fait, de mettre quelque chose sur Internet plutôt qu'un objectif industriel, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément un modèle économique derrière, c'est pas une industrie. Donc c'est plus une médiation qu'on peut faire par Internet, comme on posterait une œuvre sur un mur. Alors, on l'a postée chez Mediapart, on l'a postée sur Internet, et maintenant, elle n'a plus qu'à faire son chemin. Voilà. C'est fini ? Oui. Merci. Merci à tout le monde. Merci.